Ethic et Smart vous est présenté en partenariat avec Soprasteria Next pour un monde numérique audacieux et responsable. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Ethic et Smart, l'émission de l'éthique numérique, de la responsabilité des entreprises et de la transformation digitale. On va parler de marketing aujourd'hui, comment le placer au cœur de la stratégie pour donner toute sa cohérence à la promesse de l'entreprise, comment faire de l'éthique la boussole de toutes les pratiques marketing. Voilà les thèmes que l'on va aborder. Tout de suite, bienvenue dans Ethic et Smart. Et j'accueille pour cette première partie d'Ethic et Smart Rosane Belliard. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice conseil transport chez Soprasteria Next, la marque de conseil en transformation digitale du groupe Soprasteria. Alors, on va poser ensemble la question centrale de l'émission consacrée donc au marketing éthique. On vit tous une double transformation, à la fois numérique, digitale et environnementale. Pourquoi le marketing éthique, c'est au cœur de cette transformation, de cette double transformation? Alors effectivement, on voit bien que clairement les attentes des consommateurs ont changé. On le voit par exemple à travers les notes, les scores, les indices qui fleurissent tous les jours. Tous notés en quelque sorte, quoi. Notés et scorés, même, je dirais même Yuka, les éco-scores, j'ai vu maintenant les indices de réparabilité. Bref, on voit bien que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l'éthique de ce qu'ils consomment. Quand on les interroge, ils sont presque 7 sur 10 à déclarer vouloir savoir d'où proviennent ce qu'ils consomment. En fait, on voit que maintenant, ce que les consommateurs consomment, ce sont davantage des promesses plus que des produits. C'est-à-dire que l'entreprise ne construit plus uniquement, ne vend plus uniquement des produits, mais elle vend vraiment une promesse. Et donc, on est passé du produit à la promesse, et ça a forcément des conséquences pour le marketing. Ça oblige le marketing à se réinventer, c'est ça? Alors, complètement. Alors, qui dit promesse, dit bien sûr confiance. Il faut que la promesse se traduise dans les faits. Il faut que pour que les consommateurs adhèrent, il faut qu'ils soient vraiment engagés dans la marque. Il faut qu'il y ait des preuves de confiance tout au long de la vie du produit. Donc, concrètement, tout au long de la chaîne de valeur. Donc concrètement, la direction marketing, la fonction marketing a changé. Dorénavant, la fonction marketing est vraiment le dépositaire, le garant de cette promesse et de la confiance qui va avec. C'est lui qui est le chef d'orchestre de l'écosystème interne et externe de toute la chaîne de valeur qui délivre cette promesse client. Alors c'est intéressant parce que dans cette émission, on s'appuie toujours sur deux piliers, à la fois la théorie, la réflexion autour de cette transformation digitale, numérique, environnementale, et des exemples concrets. Il y a un bon exemple, c'est celui de Wigo. Pourquoi c'est un bon exemple? Alors effectivement, Wigo, c'est une marque que je connais bien. Alors concrètement, Wigo a été construit, enfin l'offre Wigo, et notamment la dernière offre, le nouveau-né de Wigo, qui est Wigo Train Classique, a été construite à partir de l'écoute client. Ils sont partis des irritants clients. Donc les irritants, ce sont d'une part le prix élevé, d'autre part la nécessité d'anticiper pour avoir un prix bas, et puis également le fait de devoir passer par des grandes gares, par des grandes villes ou par Paris. Donc à partir de cette écoute client et de ces irritants, le marketing a vraiment drivé l'ensemble de la chaîne de valeur. Depuis le prix, en proposant des prix qui n'augmentent pas, des prix flat, en passant par les desserts et aussi en repensant tout le modèle économique pour baisser les coûts. Et notamment, ce qui est particulièrement intéressant par rapport à notre sujet, en travaillant sur la prolongation de la durée de vie des matériels. Donc ils vont réutiliser, dans le cas des Wigo Train Classique, des voitures corail qui sinon n'auraient plus été utilisées. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir baisser les coûts. Et même d'ailleurs sur la relation client, pour vraiment montrer que c'est vraiment fait partout, sur la relation client, Wigo a mis en place un système où il rembourse proactivement les clients
clients quand ils sont en retard. Donc, pour lever l'irritant de la démarche administrative pour avoir un remboursement. Puisqu'on parle justement de relations clients ou d'expérience client, je voudrais qu'on dise un mot de l'utilisation des données, parce que on est au centre de l'éthique avec la question des données. On est plutôt mieux protégé en Europe et en France qu'ailleurs, mais quelle place il faut lui donner ? Alors, sur l'utilisation des données, il y a tout le sujet RGPD, mais moi j'ai tendance à penser que maintenant c'est un peu derrière nous, qui est plutôt derrière nous. En revanche, l'utilisation des données par rapport à la question de l'expérience client, elle est centrale plutôt pour moi dans l'utilisation de l'écoute des retours clients. Donc non seulement retour des enquêtes de satisfaction, des retours clients que toutes les entreprises font de plus en plus souvent, en regardant aussi les décrochages dans le parcours client, et c'est vraiment en travaillant sur les motifs d'insatisfaction que l'on peut garantir, et notamment les moments où l'engagement client décroche, que l'on peut vraiment garantir cet engagement et cette confiance sur toute la chaîne, sur toute l'expérience client de bout en bout. Alors restez avec nous parce qu'on va évidemment développer ces notions que vous avez posées avec les enjeux de ce débat d'éthique et smart. Tout de suite, le débat avec deux exemples d'entreprises, Keolis et Apital. Et pour le débat d'éthique et smart, j'accueille Marie Chouchana, bonjour. Vous êtes la directrice marketing d'Apital. David Oney, bonjour. Directeur marketing innovation de Keolis Île-de-France. Et Rosen Béliard, restez avec nous, directrice conseil transport chez Sopra Steria Next. Allez, quelques petites questions de présentation pour démarrer. Marie Chouchana, votre métier chez Apital, c'est notre santé, c'est ça ? Alors, votre santé, peut-être pas. Je vais être un tout petit peu plus humble là-dessus, mais en tout cas, on y participe grandement. Apital, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise spécialisée en santé qui est aujourd'hui leader français du service et de la digitalisation du parcours hospitalier plus particulièrement. On entend quoi par là ? Sur la partie digitalisation, aujourd'hui, Apital offre et propose des solutions logicielles et numériques aux établissements de santé, que ce soit publics ou privés. On peut s'inscrire avant, c'est ça ? On peut commencer à remplir son dossier. Par exemple, j'allais justement dire, David, par exemple, je vous prends un exemple si vous me permettez. Vous êtes patient, vous allez demain être hospitalisé, vous allez pouvoir faire votre préadmission en ligne, de chez vous à distance, en 3 clics, au lieu de vous déplacer à l'hôpital. Donc ça, c'est une des solutions que l'on propose parmi le panel de solutions numériques. Après, on est spécialisé aussi sur le service, le serviciel. Là, on retrouve le cœur de métier d'Apital, qui est principalement la conciergerie physique et conciergerie en ligne. Rosen, par exemple. Pour l'instant, je ne suis pas à l'hôpital, moi. Vous avez par exemple un accident qui vous arrive, pas grave bien évidemment, et vous vous retrouvez à l'hôpital par les urgences. Vous n'avez pas pu anticiper votre séjour, vous n'avez pas pu le préparer, vous n'avez pas votre pyjama, vous n'avez pas votre trousse de toilette. Et vous allez pouvoir vous connecter sur la conciergerie en ligne apital.com, décider de tout ce dont vous avez besoin et vous faire livrer directement en chambre. Donc ça améliore votre confort. Si vous ne vous en sentez pas capable, un proche peut le faire aussi à votre place. Réserver tout ce dont vous avez besoin, prendre vos produits et vous les faire livrer en chambre. Et cette conciergerie-là, physique et en ligne, elle est aussi à disposition du personnel de santé pour pouvoir... Alors ça, on y reviendra. Vous me l'expliquerez un petit peu plus tard parce que c'est effectivement une dimension qui est intéressante. David Oney, Keolis, l'un des leaders mondiaux de la mobilité, notamment avec le métro automatique. J'ai une double question. La première réponse est rapide. Dans combien de pays vous êtes présents ? Et puis surtout, c'est quoi la vocation de Keolis ? Nous sommes présents dans 14 pays avec à peu près 68 000 salariés dans le monde. Et notre vocation, c'est d'accompagner les autorités organisatrices de transport et de mobilité à trouver les meilleures solutions de mobilité pour l'ensemble des voyageurs, avec des solutions de mobilité qui soient décarbonées, efficientes et au plus proche des modes de vie des gens qu'on étudie largement à travers notamment un observatoire qui s'appelle Keoscopy, qui nous permet de mieux comprendre et qui est au cœur de notre proposition marketing. Et alors voilà, ça rejoint le thème de notre émission. À quel point le marketing finalement est au centre de la machine, quoi. Alors il est assez clé, évidemment, il y a tous les collègues qui vont s'occuper de la production et d'amener les véhicules et du quotidien, mais le marketing, il est important parce que d'une part, on doit effectivement comprendre la manière dont les gens vivent, quels sont leurs besoins en termes de mobilité, comment on les accompagne au mieux là-dessus. Et après, il y a un deuxième aspect qui est très important, qui est d'arriver à la fois comprendre les besoins et la manière dont les villes fonctionnent pour créer des réseaux de transport qui soient les plus performants. Alors évidemment, surtout pour le bus, quand on est sur des modes lourds, la question est très différente. C'est plutôt quand est-ce qu'il passe, mais il y a toute la question de à quel moment, où, avec quelle fréquence pour être au quotidien. Puis après, il y a le troisième volet qui est aussi très important pour nous, qui est de convaincre les gens du coût
d'utiliser le transport public et la solution décarbonée, une des plus efficientes avec les modes actifs. Bien sûr. Si on ouvre un peu le capot des directions marketing, Rosane Belliard, là on est en train de se dire, vous nous avez dit, on est passé du produit à la promesse. Comment centrer l'offre sur la promesse, s'il y a des clés ou des leviers? Alors, il n'y a pas de mystère. Après, l'une des clés principales, c'est quand même l'organisation. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais que la direction marketing est dorénavant vraiment le chef d'orchestre et le dépositaire de cette fameuse promesse client. Donc, c'est vraiment... Et tout à l'heure, on parlait de l'exemple Ouigo. Alors, Ouigo, par exemple, historiquement, quand ça a été créé, était rattaché à la direction marketing. Donc, c'est vraiment en mettant la direction marketing au cœur de l'organisation que l'on peut garantir que cette promesse est bien délivrée partout. Mais puisqu'on parle de chaîne de valeur, ça suppose aussi d'embarquer les partenaires, les sous-traitants, les prestataires? Alors complètement, et c'est là qu'est la principale difficulté. Ça, c'est une difficulté que l'on connaît depuis longtemps, de s'assurer. La plupart des entreprises font signer des chartes, etc. à leurs sous-traitants, mais les sous-traitants des sous-traitants, c'est pas toujours simple de savoir ce qui se cache derrière. C'est pour ça que l'une des sociétés, l'un des exemples qui me vient ici, c'est Veja, par exemple, qui me vient en tête, c'est Veja. Veja qui, justement, pour éviter de passer par des traders de coton, du coup, désintermédie cette phase et achète directement auprès des producteurs de coton. Effectivement, c'est le cœur, le sujet de s'assurer que la promesse est bien délivrée partout doit bien être au cœur de la stratégie achat, mais est une vraie question. Oui, c'est pas la plus simple à résoudre, effectivement. On parle souvent de la loi Pacte dans cette émission, de la raison d'être ou de la mission des entreprises. Là, on a employé le terme de vocation. C'est encore autre chose, mais c'est quoi la vocation d'Apital? Nous, en fait, cette vocation, elle est née dès le début, quand Apital a été créé il y a 10 ans. C'était de se rendre compte, on est parti d'un constat fort, qui était que le parcours hospitalier pouvait être vécu de manière très difficile par un patient, voire même de son proche, d'un aidant. Et ce constat-là, on s'est dit, en fait, il touche collectivement tout le monde. C'est triste à dire, mais vous tous, à un moment donné, une fois dans votre vie, vous allez être amenés à être soit hospitalisé, soit à devoir aider une personne hospitalisée. Donc, il fallait qu'on essaye, à notre échelle, d'améliorer ce parcours hospitalier. Et cette vocation, elle est déjà là. Et pour la petite histoire, et ça, on en est vraiment très fiers, nos collaborateurs, une très très grande partie de nos collaborateurs aujourd'hui chez Apital, rejoignent l'entreprise parce qu'ils ont eu ce vécu compliqué. Ils ont été face à ce parcours hospitalier pas évident et sont venus pour apporter leur pierre à l'édifice et pouvoir nous aider à essayer d'améliorer ce parcours-là. Je reprends les thèmes qu'on a abordés dans la première partie de l'émission, David Honnet, sur les innovations et la donnée. C'est marrant parce que moi, j'ai peut-être mon réflexe de journaliste. Quand on me dit données, je vais toujours penser RGPD, protection, etc. Puis là, vous êtes dans le réflexe du marketing de dire comment ces données anonymisées, on les transforme en services et en propositions pour les clients. Comment vous faites? Alors ça, c'est un des sujets effectivement très importants pour nous, comprendre la manière dont les gens se déplacent. Donc ce qu'on a, nous, très facilement, c'est de la donnée sur les transports en commun. Quand on valide, on apporte une information évidemment anonymisée, mais qui nous permet de comprendre les flux. Et ce qu'on essaye de faire, ce qu'on réussit d'ailleurs assez bien à faire chez Keolis, c'est d'utiliser les outils du marketing ciblé, comme par exemple les traces GPS des smartphones, pour les réutiliser plutôt dans une visée éthique, c'est-à-dire de proposer aux gens une mobilité la plus vertueuse possible. Et donc en gros, on collecte ces données dans un certain nombre de pays via les fournisseurs de données pour la publicité ciblée. Derrière, on a des traitements algorithmiques qui permettent de savoir comment les gens se déplacent d'un point à un point, à quelle heure, avec quel mode de transport, avec quelle fréquence. Et avec tous ces flux-là, du coup, on est beaucoup plus agile pour comprendre ce qui se passe. Et pendant la période du Covid, ça a évidemment été extrêmement précieux parce que les habitudes des gens changeaient régulièrement et changent encore d'ailleurs. Donc ça nous permet de mieux conseiller nos autorités organisatrices qui sont nos clientes et puis derrière d'offrir un meilleur service aux voyageurs. Quelle part prennent les clients alors, on est bien d'accord, il y a les malades et les soignants, vous nous l'avez dit tout à l'heure, dans la création de nouveaux services, parce que c'est aussi ce dont on est en train de parler dans ce débat. Complètement, ils prennent une part prépondérante. En fait, c'est là où je rejoins beaucoup Rosane tout à l'heure sur la place du marketing, du début jusqu'à la fin en fait, de l'offre. Nous, aujourd'hui, chez Apital, on ne crée pas un besoin.
on n'invente rien, on ne crée pas un besoin, on répond vraiment à un besoin existant. Ce besoin-là, il nous est remonté par les établissements de santé. Donc aujourd'hui, on co-construit, et j'aime vraiment ce terme, la co-construction, notre offre et nos produits numériques digitaux avec les établissements de santé directement, les DSI, les directions générales, les directeurs d'achat, pour vraiment s'assurer de répondre aux besoins. Sur la partie B2C, donc plutôt la partie... on va dire clients finaux, utilisateurs finaux, qui sont les patients, les proches et le personnel de santé. Là aussi, on crée l'offre et le produit avec eux. J'ai par exemple cette semaine Marie dans mon équipe qui se déplace à Montargis pour rencontrer un soignant, mais rencontrer aussi un patient afin de vraiment comprendre leur parcours, leur quotidien et s'assurer de vraiment apporter le bon produit à la bonne personne. Et puis, je ne parle pas de toutes nos équipes aussi, on a plus de 250 personnes qui sont dans les établissements, qui vivent au quotidien aux côtés des patients, des proches et du personnel et qui nous remontent vraiment tous ces besoins continuellement. Oui, alors c'est forcément plus facile, Rosanne Belliard, quand on crée un nouveau produit. C'est-à-dire que d'intégrer ça, c'est plus simple que quand il s'agit de transformer une offre qui existait déjà, d'y intégrer effectivement toutes ces notions d'éthique, de promesse, d'entreprise centrée sur la promesse. Alors effectivement, je peux que cautionner ça et qu'elle est dans ce sens. Et effectivement, c'est là où tout à l'heure je disais que la place du marketing a changé. C'est-à-dire que de manière très très caricaturale, le marketing parfois arrivait avant en bout de course pour mettre un petit coup de peinture. De manière très caricaturale. Oui. Maintenant, au contraire, justement, le marketing intervient vraiment dès la conception et c'est vraiment au niveau de la conception qu'on va s'assurer de cette dimension éthique. Ça veut dire qu'on se dit, ce produit, il pourrait peut-être, pardon de vous interrompre, il pourrait peut-être nous rapporter de l'argent, mais on ne va pas le faire parce qu'il n'est pas cohérent avec la promesse de l'entreprise ? Alors, oui, en fait, c'est ça. Hein, si on va jusqu'au bout en tout cas, c'est vraiment vers ça que vont les entreprises. On voit le ethic by design qui fait sa place de plus en plus. Et effectivement, si on veut vraiment que l'entreprise gagne la confiance de ses clients, elle se doit d'avoir une vraie promesse et de garantir cette promesse tout au long de son parcours client. Donc oui, si la promesse n'est pas au rendez-vous, on peut ne pas faire le produit. Après, c'est un juste milieu à avoir. Évidemment. Alors, on va ouvrir le dernier chapitre de cette éthique et Smart. On va plus loin. On va creuser un petit peu plus cette notion d'expérience client. On va plus loin dans cette éthique et smart, toujours avec Rosanne Belliard, directrice conseil transport chez Sopra Steria Next, Marie Chouchana, directrice marketing d'Apital, et David O'Neill, le directeur marketing et innovation de Keolis en Ile-de-France. Je repars avec vous, David, parce qu'on va parler d'expérience client. Vous l'avez un peu évoqué dans notre première partie de débat, quand vous affichez une offre de transport décarbonée pour tous, parce que ça, c'est la promesse, c'est la vocation. À quel point vous changez les tarifs, la gamme de biens, vous voyez ce que je veux dire? Comment cette promesse a des conséquences vraiment dans l'offre et dans l'expérience client? Alors, dans l'offre, c'est quelque chose sur lequel on va être très actif pour proposer à nos autorités organisatrices des réseaux de transport qui soient le plus efficients possible et qui soient surtout à l'écoute de l'évolution des besoins des voyageurs. Ouais. Par exemple, il y a des choses auxquelles on ne pense pas suffisamment, mais les rythmes de vie changent beaucoup, les formes des familles changent beaucoup, les horaires décalés de travail, le fait qu'il y ait des familles en garde alternée, tout ça crée des besoins de déplacement qui ne sont pas forcément pris en compte dans le modèle un peu années 70, métro, boulot, dodo, la famille mononucléaire. Tout ça a beaucoup éclaté, les choses ont énormément changé. Et donc là, notamment, un de nos grands points, c'est on voit les réseaux de transport, ils ont beaucoup plus repris le samedi et le dimanche que la semaine, où les impacts du télétravail sont beaucoup plus forts. Donc là, on va être conseil là-dessus. Après, sur la partie tarification, là, c'est vraiment un enjeu assez politique. Ce sont vraiment les élus qui vont décider de ces questions-là, parce qu'il y a un enjeu très important. Bien sûr. Il y a aussi la question de l'inclusion. Quand on dit un réseau de transport décarboné pour tous, ça veut vraiment dire pour tous. Alors, comment vous adressez au public les plus fragiles, en fait? Alors, c'est un de nos très forts enjeux aujourd'hui, parce que ceux, effectivement, qui ont le plus de difficultés à prendre les réseaux de transport en commun, finalement, ils sont bien plus nombreux que ce qu'on imagine. On a parfois un peu la caricature de la personne fragile comme étant la personne en fauteuil, mais les fragilités, elles sont beaucoup plus nombreuses. Elles sont souvent invisibles aussi, ou elles sont souvent un peu honteuses et pas toujours déclarées. L'illettrisme, par exemple? C'est un excellent exemple. Il y a près de 4 millions, je le cite de mémoire, de personnes en situation d'illettrisme en France. Il y a toutes les personnes allophones aussi, donc qui maîtrisent très mal le français. Comment on arrive à les faire se sentir à l'aise dans un réseau de transport? Et puis il y a des fragilités qui sont plus profondes et plus difficiles. Et là, il y a des solutions qui existent et qu'on essaye de mettre en œuvre, avec beaucoup de modestie évidemment, parce que ce sont des sujets infiniment compliqués. Par exemple, sur la ligne B du réseau Lyon de Keolis,
on a aménagé une station pour qu'elle puisse être beaucoup plus accueillante pour les personnes souffrant de troubles autistiques. Donc avec des couleurs qui sont adaptées, un environnement sonore et lumineux qui soit moins angoissant pour eux dans les systèmes de transport en commun qui peuvent être difficiles. Idem en Ile-de-France avec Navilance, qui est une technologie de QR code augmenté. On aide beaucoup mieux les déficients visuels à se guider, notamment dans les moments qui sont un peu difficiles, c'est les correspondances. Quand on passe par exemple du bus au train, donc on l'a expérimenté nous en gare de Versailles-Chantier, qui est une grande gare, et on voit que ce type de dispositifs, ils sont très utiles pour les personnes les plus fragiles. Marie Chouchana, on a beaucoup parlé des malades, mais je tiens mes promesses et de leurs proches. Vos clients sont d'abord les hôpitaux et aussi les soignants. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous travaillez plus avec le public ou avec le privé ? Très bonne question. On est beaucoup plus déployé dans le public aujourd'hui. J'aurais imaginé l'inverse, vous voyez. En fait, il y a plus d'attentes au niveau des établissements publics sur la partie expérientielle, sur la partie parcours patient. Il y a aussi plus d'attentes sur les connaissances et l'expertise technologique et numérique. Donc aujourd'hui, on est déployé dans plus de 130 établissements dans toute la France, toutes régions confondues, et on a plus de 90% des établissements qui sont publics. Après, on se déploie aussi, et ça fait partie là, de notre stratégie de se déployer aussi bien évidemment dans le privé. Alors, on parle des soignants et des services que vous leur proposez. Je trouve ça particulièrement intéressé dans le contexte. C'est une profession qui se plaint à juste titre de ne pas pouvoir soigner correctement, de ne plus avoir le temps de soigner correctement. Ils parlent même de mauvais traitements ou de maltraitance. Oui. Comment vous les accompagnez ? C'est un vrai sujet sociétal là, que vous pointez du doigt, et le fait de faire gagner du temps, ça fait partie de la mission d'Apital, vraiment. Aujourd'hui, alors on essaye à notre échelle, à notre petite échelle, d'améliorer, on va dire, les conditions de travail et la qualité de vie au travail du personnel médical ou non médical. Il y a 3 points là-dessus. Le premier, c'est vraiment, on essaye à travers la conciergerie, notamment, dont j'en parlais tout à l'heure, physique et en ligne, de pouvoir proposer des services et des produits directement au personnel médical ou non médical, aux soignants aussi, bien évidemment. Et qui est par exemple l'achat du cadeau de dernière minute parce qu'il y a un dîner ou un anniversaire, le fait de pouvoir mettre facilement ses affaires au pressing, de pouvoir livrer, réceptionner un colis directement au sein de l'établissement, voire même de se faire livrer au poste de soins pour vraiment gagner du temps. Sur la deuxième partie, on a nos équipes qui sont physiquement sur place aussi dans les 130 établissements dont je parlais tout à l'heure et qui vont aussi accompagner les équipes, organiser des petits déjeuners, des pots de départ, des anniversaires, créer du lien social aussi entre les différents services. Ça, c'est hyper important. On a l'impression que ce n'est pas beaucoup, mais en fait, pour eux, c'est énorme. C'est beaucoup pour un établissement qui peut aussi se différencier là-dessus, être plus attractif, parce qu'ils recherchent bien évidemment à mieux recruter, à fidéliser aussi leurs équipes. Donc, c'est un vrai plus pour eux. Et sur le troisième point, de manière un petit peu plus macro, Apital aujourd'hui joue aussi un rôle de mécène dans pas mal d'établissements dans lesquels on est. Et on a notamment été un des principaux mécènes, par exemple, pour les Hospices Civils de Lyon, où là, tout dernièrement, en septembre, ils ont développé tout un espace de nid de déconnexion pour le personnel de santé, où vous y retrouvez un espace cocooning, de la musique, de quoi vraiment respirer, se déconnecter avant de repartir, travailler dans des conditions qui sont compliquées. Alors, c'est une vocation, ils aiment ce qu'ils font, mais leur faire gagner ce temps et ce moment de respiration, c'est hyper important pour nous. Allez, il nous reste un peu plus de 5 minutes dans cette émission. Rosane Belliard, je reviens vers vous pour développer une notion qui est dans la note que vous avez signée, qui a été signée pour Sopra Steria sur cette question du marketing éthique. Je reprends les termes, c'est l'éthique comme une boussole. Et il y a un bon exemple à prendre, c'est l'opérateur de téléphonie Fairphone. Pourquoi il est édifiant pour vous, cet exemple ? Alors oui, j'aime beaucoup cet exemple, mais j'aime beaucoup aussi l'exemple de Marie et d'Apital. J'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Effectivement, alors l'exemple de Fairphone, qui n'a rien à voir, mais qui est complètement orienté sur l'éthique, c'est une société de téléphonie néerlandaise qui, dès le départ, dès sa conception, est totalement orientée sur la durée de vie des téléphones. On sait tous que acheter un nouveau téléphone régulièrement, c'est très mauvais pour la planète. Donc eux, ils ont travaillé sur la réparabilité de leur téléphone. Ils ont des téléphones que l'on peut facilement réparer, qui peuvent vraiment aller au-delà, avoir être prêts pour des nouvelles mises à jour. Ouais. Et ils vont même au-delà, puisque l'abonnement coûte
de moins en moins cher au fur et à mesure que l'on utilise longtemps son téléphone, que l'on le garde longtemps. Donc il y a une récompense du client qui garde son téléphone longtemps. Voilà, c'est marrant. Tout est vraiment orienté autour de la durée de vie du Mais téléphone. ça, c'est pareil, je reprends un peu la même question tout à l'heure. C'est plus facile parce que c'est from scratch, c'est-à-dire qu'ils se sont créés dans cet esprit-là. Totalement. Ils ont vraiment créé leur téléphone pour qu'il soit réparable, pour que tout est orienté là-dessus. Oui, parce que c'est pas si simple quand on est un groupe mondial aussi. On peut parler de ça. Keolis, vous nous l'avez dit, c'est 14 pays, donc c'est presque sur tous les continents, je crois. Donc il y a des cultures, des religions, des modes de pensée différents. Comment on garde cette boussole, puisque je reprends le terme, d'un marketing qui porte la promesse et l'éthique de l'entreprise, quand on est dans 14 pays parfois très différents les uns des autres? Moi, ce qui me frappe beaucoup quand je vois mes collègues à travers le monde, c'est effectivement qu'on partage tous le même engagement. C'est-à-dire qu'on vient chez Keolis pour travailler sur ces sujets de mobilité vertueuse et de mobilité décarbonée. Et c'est vraiment ce qui guide les gens qui viennent y travailler. Et puis, je pense qu'on est vraiment guidé par notre devise We imagine, we care, we commit. Qui est une vraie boussole pour nous de la façon dont on le décline. Donc on a aussi un certain une forme de marketing interne à travers Keolis Way qui est aussi qu'on va décliner dans chacun des pays et qui va donner la feuille de route de chacune des entreprises parce que chacune a aussi son autonomie et son client avec l'autorité organisatrice, mais en partageant un même corpus de valeurs. Mais j'entends bien et je doute pas une seconde, mais dans certains pays moins avancés, les engagements éthiques, ça peut être un frein concurrentiel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours une vraie question qu'on se pose. Nous, qu'on va toujours placer vraiment au cœur de ce qu'on veut faire et puis de travailler aussi dans des environnements qui ont envie de travailler de cette manière vertueuse. Ouais. Je vous pose un peu la même question parce que dans la courte histoire d'Apital, il y a le fait que vous êtes rentré au sein du groupe La Poste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement la vocation ou la raison d'être du groupe La Poste devient la vôtre? En fait, on avait déjà la même avant. Donc c'est aussi comme ça qu'on s'est bien trouvé. On a en effet été racheté tout récemment par le groupe La Poste et on a rejoint le pôle La Poste Santé Autonomie. Et ce pôle-là coordonne une dizaine de filiales spécialisées en santé. Et on a tous cette même vocation, en fait, qui est de demain accompagner et aider les 12 millions de patients par an qui sont en France, vraiment sur l'ensemble de leur parcours de prise en charge de bout en bout. Et on a vraiment toute cette même vocation au sein du groupe. Je veux bien vous entendre sur cette question de groupe mondial aussi. Comment, en fait, plus un groupe grossit ou plus une entreprise grossit, comment elle réussit à diffuser la promesse et l'éthique dans la promesse? Alors effectivement, on a déjà apporté quand même pas mal de réponses, notamment par exemple à travers les valeurs de Keolis et puis je ne sais plus comment c'est. Oui, c'est une déclinaison, des valeurs. Et puis quelques valeurs très simples, mais qui sont du coup... Et effectivement, ensuite, c'est vraiment le travail du directeur marketing et des directions marketing que d'aller s'assurer que tout ça est bien diffusé partout, dans la mesure du possible. Après... Tout à l'heure, on disait que c'est beaucoup plus simple lorsque c'est une entreprise, lorsqu'on met ça en place dès le départ. Oui, à la création de l'entreprise. Cela dit, ça n'empêche pas du tout de le mettre en place après. Enfin, on voit beaucoup de sociétés qui font. Par exemple, il y a Decathlon là, qui fait une très belle initiative. C'est presque un changement de modèle économique. Oui, exactement. Avec l'abonnement, c'est ça? C'est ça, avec l'abonnement WePlay Circular. Donc oui, ils mettent vraiment l'économie circulaire au cœur de leur nouveau modèle économique. Avec un système d'abonnement qui est principalement qui répond à un vrai besoin des familles dont les enfants grandissent, bien sûr, mais aussi qui aiment bien tester différents types d'activités, donc qui étaient vraiment confrontés à un problème de durabilité du matériel. Donc, à travers cet abonnement et la réutilisation des équipements sportifs, ils répondent vraiment à cet enjeu sociétal. Donc, même pour un grand groupe mondial et déjà bien implanté partout, c'est possible. Merci beaucoup, merci à tous, c'est passé à toute vitesse, ce qui est toujours bon signe. À bientôt pour un nouveau numéro d'Éthique et Smart. Il nous permettra de découvrir les lauréats du prix de l'entreprise éthique organisé par Sopra Steria Next et Public Sénat. Bismart est d'ailleurs partenaire. 3 catégories de prix, l'éthique dans la gouvernance, dans la relation client et dans l'innovation. Vous pouvez postuler, il est encore temps, en allant sur le site de Sopra Steria. Merci à toutes et à tous. Je remercie également Caroline Ricros, Raphaël Morel et Héloïse Merlin. Salut. Éthique et Smart vous a été présenté en partenariat avec Sopra Steria Next pour un monde numérique audacieux et responsable.